C'est pourquoi les uns et les autres se posent la question de savoir est-ce que véritablement vous avez encore bien réfléchi? Comment est-ce que vous comptez arriver avec cette façon de faire? Est-ce qu'on peut refuser de vouloir aider son peuple parce qu'on va prendre des coups? Le sacrifice, le patriotisme, c'est quoi? C'est ça d'abord. Être un patriote, c'est pouvoir même mourir pour sa patrie. Donc si tu refuses de prendre des coups, c'est que tu n'es pas prêt d'être un patriote. Non, il y en a pas qui refusent de prendre des coups. Ils en donnent et ils le savent. Vous dites que vous n'allez pas en donner. Ben oui, parce que est-ce qu'il est nécessaire de donner des coups pour se faire comprendre? Est-ce qu'il est nécessaire? Le dialogue est fait pour quoi? Moi, je ne comprends pas pourquoi les gens sont toujours à la recherche d'une certaine violence. Non, les urnes doivent parler. C'est tout. Et les idées doivent s'entrechoquer. Moi, je veux être avec toi. Nous ne sommes pas obligés d'être du même parti. Nous ne sommes pas obligés, je veux dire, d'appartenir au même village. Mais ensemble, nous pouvons construire. Par quoi? Par le débat d'idées. C'est le débat d'idées qui est important. Et si je suis assez intelligent, il faut que je comprenne que ce que tu as, si vraiment ça tient la route, ce que tu es en train de me proposer, je l'accepterai. Si tu es plus aguerri que moi, où est le mal dans ça? Est-ce que j'ai besoin de te mentir, de te trahir pour qu'ensemble nous construisions notre nation? Il faut que les gens arrêtent. Cette politique politicienne a été faite par des gens qui voulaient se remplir la panse. C'était une politique du nombrilisme. C'est à qui aura le plus de châteaux en Europe, à qui va placer sa famille, à qui aura le plus d'argent et tout. Non, mais nous voulons renverser la pyramide. Il faut que le peuple soit en haut. Il faut que le véritable dirigeant, le véritable ministre, le premier ministre et le premier serviteur, il faut qu'on apprenne à servir le peuple plutôt qu'à se servir. Et ça, je le dis à tous mes compagnons, à tous mes camarades, ça, on y sera dedans. Si tu sais que tu veux venir à nos côtés pour faire de la magouille, pour être dans le compromis, dans la compromission ou quoi que ce soit, c'est qu'on ne fera pas long feu ensemble. On peut diriger dans la vérité, dans la sincérité et dans l'honnêteté. Alors, monde politique, pour ceux qui nous suivent à la radio, c'est bien la voix de MC Claver que vous entendez. Il s'est engagé en politique et il explique à cette émission les fondements et les tenants et les aboutissants. Alors, vous êtes certainement porteur d'une vision pour le Burkina Faso. Donc, MC Claver, quelle vision pour le Burkina Faso? Bon, la vision serait de voir un Burkina Faso d'abord dans la paix et dans la réconciliation. C'est vrai, même si j'ai baigné dans la politique depuis longtemps, je me considère toujours comme un novice en politique. Parce que ce n'était pas mon métier, comme certains y étaient 24 heures sur 24, comme d'autres ont arpenté tous les villages de ce pays, où ils sont les deux pieds dedans depuis beaucoup d'années. Mais c'est pas parce qu'on est un novice en politique qu'on peut pas être un bon politicien. Et on apprend tous les jours, dans tous les domaines, jusqu'à sa mort. Le souci aujourd'hui majeur, c'est de travailler à la réconciliation et à la paix dans notre nation. Trop de déchirures, trop de souffrances. Ça doit cesser, ça doit s'arrêter. Le MRP s'attellera à mettre fin à cela. Et ce qui est intéressant, c'est que je suis un visage neutre. En tant que président du MRP, je n'ai appartenu à aucune formation politique jusqu'alors. J'ai pas de sang sur les mains. Je suis vraiment clean dans ce domaine. Je vois pas ce que même le parti de mon frère, j'ai pas milité dedans, j'étais à côté, même si une fois ou deux j'ai pu aider, je n'ai jamais pris part comme ça au premier rang à une quelconque mouvance politique au Burkina Faso et ailleurs. Donc je m'entends bien avec tout le monde, j'ai des amis, je tairai leur nom parce que peut-être qu'ils voudraient rester dans l'anonymat quant à nos relations. Voilà, d'autres apprécieront
approuveront mon engagement, peut-être d'autres ne le voudront pas. Dans toutes les classes, dans toutes les sphères, certains comprendront, d'autres ne comprendront pas. Mais ce qui est véridique, c'est que même Jésus n'a pas fait l'unanimité. Donc il y a cela. Ensuite, il y a ce problème récurrent dans lequel nous sommes, où beaucoup de sang est versé par rapport à la sécurité au Burkina Faso. Le MRP travaille à des propositions pour cette sortie de crise. Il faut que la paix revienne. On a de mémoire d'homme, nous n'avons jamais connu cela au Burkina Faso. Mais vous savez, quand un mal arrive à quelqu'un, il ne faut pas juste soigner le mal, il faut carrément extirper la racine. C'est pourquoi quand quelqu'un a un cancer, on ne le soigne pas, on opère et on enlève la tumeur. Donc il faut aller jusqu'à la racine. Il est vrai que nous avons des solutions, mais il y a des choses qui doivent d'abord se dire à huis clos, en coulisses, avant d'être mis sur la place publique, parce que c'est très sensible. Ce sont des sujets très sensibles. Alors il y a quel problème? Le problème de la réconciliation? Il y a le problème de la réconciliation, il y a le problème de la sécurité. Tout à fait. Les deux sont liés? Oui, moi je dirais que les deux sont liés. Il y a un lien entre les deux. Oui. Et donc qu'est-ce qu'il faut régler en premier? Le problème de sécurité ou le problème de la réconciliation? Il faut régler les deux en même temps. Il faut régler les deux en même temps. En ce moment, il ne faut pas se cacher la face. Il ne faut pas jouer le jeu de l'autruche. Qui met la tête dans le sable pour se cacher alors que tout son corps est dehors. Aujourd'hui, le Burkina Faso vit des heures pénibles. Le Burkina Faso est malade. Il est dans une ambulance qu'on est en train d'amener à l'hôpital et les gens sur la route veulent tirer sur l'ambulance. Vous voyez, ce n'est pas bien. Nous savons tous qu'il y a des problèmes. Bon, ce n'est pas la peine d'acculer le gouvernement, de le traiter de tous les mots. Parce que bon, une fois que tu es élu, ok, tout ce qui ne va pas dans le pays, c'est la faute de celui qui a été élu. C'est la faute du président de la République. Mais c'est pas vrai. Beaucoup de choses ont été faites avant, qui sont la conséquence de ce que nous vivons. Il faut avoir toute chasse gardée, de ne pas diaboliser forcément ceux qui sont au pouvoir en ce moment, en les traitant de tous les maux que subit le Burkina Faso. Oui, ce que vous dites est vrai. Ailleurs, effectivement, dès que vous êtes élu, quand il y a une difficulté, l'on met sur votre tête. Mais sauf qu'ici, on a des dirigeants également qui ont, à un moment donné, également été artisans, donc acteurs d'une situation qui se retrouve également dans le gouvernement actuel. Donc, vous avez des anciens premiers ministres, vous avez des anciens présidents de l'Assemblée qui sont retrouvés encore au pouvoir. Donc, est-ce qu'il n'y a pas ce passif-là qu'il faut prendre en compte? Sinon, bon, de façon générale, en Afrique, dès que vous arrivez au pouvoir, quelle que soit votre bonne foi, mais on va vous charger de tous les péchés d'Israël. Donc on est sur la même longueur d'onde. Maintenant, comme je le dis, c'est la politique, c'est un choix. Ils ont été élus. Le président a nommé son premier ministre. Le premier ministre a fait son gouvernement. Et bien ils se mettent au travail. Comment nous pouvons les aider? C'est à nous de voir les actions que nous avons posées. Écoutez, c'est les urnes qui les ont mis là où ils sont. Il y a eu des élections. Maintenant, si nous ne sommes pas contents, attendons les prochaines élections et manifestons notre mécontentement dans les urnes. Combien de jeunes ont 18 ans, auront 18 ans en 2020? Combien de jeunes y a-t-il entre 18 ans, 33 ans, voire 40 ans? Mais ces jeunes-là ne vont même pas aux urnes. C'est pourquoi le MRP vient pour réveiller les consciences de cette jeunesse. Il faut qu'ils prennent leur avenir et leur destin en main. Car s'ils pensent toujours que non, je ne peux pas apporter quelque chose, un changement, nous serons toujours dans la même ritournelle. À savoir que nous voterons pour ceux qui nous dirigeront demain, mais qui ne feront rien pour nous. Mais si ces jeunes comprennent, qu'ils ont entre leurs mains la destinée
du prochain gouvernement, c'est eux qui décident. Ils iront voter. Et nous voulons les amener à prendre conscience de la force qu'ils ont et de ne pas la monnayer pour des miettes, mais réellement de pouvoir mettre dans les années à venir des gens qui pourront changer l'histoire de ce pays. Écoutez, en matière de jeunesse, nous ne sommes pas novices. Quand Maurice Yameugou prenait le pouvoir, il n'avait pas encore 40 ans. Quand la révolution venait au pouvoir avec l'équipe de Sankara, il n'avait pas encore 40 ans. Cependant, aucun pays n'a de leçons à donner en matière de gérance de gouvernement quand ces derniers étaient aux affaires. Donc nous ne sommes pas non plus, comment dirais-je, à pointer du doigt en disant non, vous êtes trop jeune, comment on va remettre le pouvoir à des jeunes et tout. Non, non, non. Si par le passé nous y avons réussi, on le réussira encore demain. Cependant, je reste dans l'optique qu'on ne veut pas balayer du revers de la main nos anciens, nos aînés, parce qu'ils ont une expertise à nous apporter, ils ont un savoir. Mais il faut savoir passer le relais, il faut savoir passer la main. Et que cette jeunesse aussi, une fois le relais dans les mains, ne pas oublier que ces derniers peuvent être des coachs pour nous, peuvent être des conseillers, peuvent être des personnes parce qu'ils ont l'expérience et ils ont la connaissance du terrain. Et c'est cette symbiose, c'est ce mélange des deux connaissances qui feront avancer le pays. Non, nous n'en avons pas dit non, c'est les jeunes au pouvoir, les jeunes doivent pas les plus fous, on balaye les vieux de la main. Non, les vieux sont importants parce que un sage disait un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle, une bibliothèque qui brûle. Donc il est important, voilà, que nous faisions cette mise au point pour savoir que nous avons besoin de tout le monde, voilà, au sein du MRP pour faire avancer ce train-là. Alors, est-ce que le MRP a fait le choix de l'opposition ou de la majorité? Bon, nous n'en sommes pas là pour le moment. Nous avons eu notre récépissé le 16 avril, n'est-ce pas? Nous avons fait à Koudougou, je pense, notre réunion où j'ai été nommé président et les membres du bureau ont été donc nommés avec moi. C'était le 19 janvier. Et donc nous ne pouvions pas véritablement travailler tant que nous n'avions pas le récépissé qui nous permettait officiellement d'aller. Donc il faut remarquer que j'ai refusé toute interview ou toute apparition publique en matière de communication parce qu'on attendait véritablement le respect. Maintenant que le récépissé est en notre possession, nous sommes en train de travailler. Nous travaillons pour pouvoir nous faire connaître. D'abord, pour pouvoir échanger, nous avons des concertations à gauche, à droite, dans différentes régions, localités, et nous voulons mettre tout cela en place. Nous voulons aussi prendre le temps d'écouter les uns et les autres, parce que je ne suis pas, comme je vous ai parlé tantôt, je ne suis pas celui qui a la science infuse et qui détient la connaissance universelle. C'est pour cela que j'ai créé un cerveau collectif et c'est ensemble que nous réfléchissons et c'est ensemble que nous prendrons une décision au temps opportun par rapport à notre ligne directrice. Alors nous allons aborder la dernière rubrique, c'est-à-dire les questions diverses. Okay. Alors première question qui concerne les questions diverses, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas aller avec l'un des partis de vos grands frères, soit celui de Salvador ou celui de Herman Yameugou? Je veux dire, bon, peut-être que j'ai voulu, je vous l'ai dit, j'avais proposé à mon grand frère, je vous l'ai dit, j'en ai même encore les écrits, les correspondances, mais il n'a pas jugé bon à l'époque de me prendre à ses côtés. Peut-être que c'était la volonté de Dieu, parce que Dieu sait ce qu'il fait. Bon, donc je suis resté à Caro. Ensuite, quand je suis allé, et puis nous avons échangé, je pense que ça aurait été au grand frère, plus peut-être de me proposer en disant, mais tiens, ne viens pas enfoncer une porte qui est déjà ouverte, toi et ton groupe, pourquoi ne nous rejoignerez-vous pas au sein de notre mouvement? Mais je pense qu'en tant qu'homme aguerri, il a voulu éviter peut-être une confrontation de génération et il a préféré nous laisser faire
notre propre expérience et nos propres classes. De même que le grand frère Salvador, lui aussi, il n'a pas voulu vraiment interférer donc au sein de notre réflexion, et il a préféré que je sois plus libre avec mes camarades pour pouvoir œuvrer et agir. Alors, vous avez longtemps évolué en Côte d'Ivoire, vous avez pu vous faire un nom dans le milieu du showbiz. Quand on dit MC Claver Côte d'Ivoire, une certaine génération sait de qui il s'agit. Tout à fait. Alors, vous avez grandi aux côtés du vieux Félix Houphouët-Boigny qui n'est plus. Qu'est-ce que vous gardez de cet homme-là pour des valeurs en politique? Oh, c'était un fin politicien, un fin tacticien. Je veux dire que... Est-ce que vous aviez le temps pour parler politique avec lui, comme vous étiez dans le showbiz? Non, pas vraiment, effectivement. Et puis, on ne pouvait pas le voir comme ça tous les jours, parce qu'il avait un calendrier hyper chargé. Mais les quelques fois, vraiment, où nous avons pu être ensemble, parler en tête à tête, on voyait quelqu'un de sage. Et je veux dire, le fait même qu'il se soit sorti des situations les plus compliquées montrait beaucoup de sa sagesse en lui. Et je me souviens un jour, mon père me disait que quand ils avaient obtenu la possibilité de proclamer l'indépendance politique au Burkina, le président Houphouët leur a dit: c'est vrai, nous avons eu notre indépendance, mais mes chers camarades, à partir de maintenant, apprenez à vivre dangereusement. Et quand on regarde le parcours qu'il y a eu, effectivement, quand tous sont rentrés dans leur pays, tous les trois camarades, Amani Diori, et du Bénin, il y avait, son nom m'échappe, Hubert Maga. Du Bénin, oui. Du Bénin, et Maurice Chamego, tous sont tombés par coup d'État. Le seul qui est resté, c'est le président Houphouët. Parce qu'il a vécu dangereusement. Parce qu'il a su vivre dangereusement. Il a su faire les alliances qu'il fallait. Parce que, effectivement, à cette époque-là, il était trop tôt pour des pays africains de vouloir réclamer leur indépendance politique et économique en même temps. Et c'est ce qui a piégé les autres. Si vous remarquez, bon, les bases françaises n'ont pas quitté la Côte d'Ivoire. Maurice a refusé. Il y a plein d'autres choses encore qui se sont passées, mais ce n'est pas le but du sujet. Ensuite, le président Houphouët était un fin tacticien. Il savait calmer les crises. Il savait avoir le bon ton vis-à-vis des personnes qui étaient en porte-à-faux avec lui. Et c'est ce qui lui a évité et ce qui lui a permis de sortir des crises et de la plus grosse en 91. Est-ce que vous avez pu garder des relations avec certains barons de l'ancienne politique ivoirienne du temps de Houphouët-Boigny ou bien de la classe politique actuelle? Non, pas vraiment. Pas vraiment, non, je sais, non, pas vraiment. Quand j'y vais, je ne rencontre presque plus personne, hein. Non. Mais j'ai des amis d'enfance qui sont aujourd'hui aux affaires. Avec qui vous avez de bonnes relations? De bonnes relations, bon, avec pas mal d'entre eux, hein. Avec pas mal d'entre eux, mais bon, je préfère, le fait que je rentre en politique, je préfère taire cela, parce que vous savez, c'est en même temps sensible. Voilà, la situation est en même temps sensible. Donc, j'ai des amis, comme plein d'autres ont des amis, et certains ne sont même pas encore au courant du choix que j'ai fait. Ils l'apprendront peut-être avec stupeur, avec votre émission. Donc, c'est bien suivi là-bas. Voilà, donc je préfère en discuter avec eux d'abord. Et s'ils trouvent que pour eux, ça ne les gêne pas que je décline notre amitié, eh bien je le ferai. Mais je ne veux pas porter
préjudice ou les mettre mal à l'aise parce que j'affirmerais quelque chose alors qu'eux, ils auraient préféré que ce ne soit pas dit. Donc par sagesse, je préfère taire les noms. Alors, le showbizman, l'homme du showbiz, après homme de Dieu, aujourd'hui homme politique, les casquettes maintenant se succèdent sur vos têtes. Elles sont toujours là. Simplement, il faut savoir les mettre face à qui on est. Si demain, je me retrouve devant la jeunesse à un programme comment dirais-je, culturel, je mettrai ma casquette d'homme de culture. Si vous allez prendre le micro pour toaster. Ben ouais. Une fois j'ai vu ça sur les réseaux sociaux où le président Omar Bongo était invité par la jeunesse. Et dès qu'il est arrivé, les jeunes disaient on a une invitée surprise aujourd'hui, etc. Tac, 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 tac. Et les jeunes, dès qu'il a pris le micro, il a commencé à toaster, puis il est venu, c'était le président Ali Bongo. La foule était en délire, la jeunesse était en délire. Et j'ai trouvé ça formidable. C'est-à-dire que il ne faut pas se départir de la jeunesse. Et il ne faut pas avoir honte de là où tu as quitté. Je n'ai pas honte d'avoir été jeune, d'avoir appartenu au monde de la culture hip-hop et autres. Ensuite, si je dois porter la casquette spirituelle ou religieuse, mais je la porterai. Alors, c'est bien de prier pour les gens, c'est bien de prier pour le peuple sans distinction d'ethnie, de race, de culture ou de religion, simplement pour que Dieu bénisse tout un chacun. C'est noble, c'est bon. Alors, vous avez été le président du ministère évangélique de puissance des ministres choisis du Christ. On sait également que dans le milieu religieux, vous avez beaucoup d'amis en Côte d'Ivoire, plusieurs révérends qui sont vos amis. Oui. Alors, comment est-ce qu'ils ont accueilli cette nouvelle-là quand vous avez dit, bon, moi je raccroche la pratique religieuse pour prendre la casquette de l'homme politique? Ne disons pas raccrocher. Parce que, est-ce qu'un docteur qui se présente, par exemple, à la députation ou à la mairie, non, je parle je parle du fait qu'officiellement les deux c'est pas sous la casquette de l'homme de Dieu que vous engagez en politique. Oui. Voilà, maintenant, comment est-ce qu'ils l'ont accueilli? Est-ce que vous encouragez? Est-ce que vous en découragez? Voilà, mais je reste toujours un pasteur. Tout à fait, là on est d'accord. C'est mon métier. Je reste toujours un pasteur, mais je ne suis plus. Vos prêches vont continuer. Je prêchais, voilà, mais je ne suis plus président d'une quelconque association. Mais comment est-ce qu'ils l'ont accueilli? C'est divisé en deux. D'autres l'ont bien accueilli, d'autres l'ont mal accueilli. En Côte d'Ivoire, comme au Burkina? Comme au Burkina. D'autres l'ont bien accueilli, d'autres ont dit que j'étais ambitieux, que ce n'était pas bien, un pasteur ne peut pas faire ça, tout. Et puis d'autres ont trouvé que c'était formidable, que c'est ce qu'il fallait. J'ai voyagé. Écoutez, aujourd'hui, moi j'ai vu, même au Burkina, il y a eu déjà un pasteur qui a été ministre sous le gouvernement du président Roch-Comboré, le ministre de l'Agriculture. Il était pasteur. Il y a le président du Conseil économique et social, le pasteur Napo. Oui, pasteur Napo. Il y a aussi un pasteur qui est maire dans une localité à Boussé. Bon. Donc, où est le problème? C'est parce qu'on n'en parle pas. Où est le problème? Je suis allé au Togo, il y a un pasteur qui est ministre du président Faure et qui a son ministère, qui a son église. Et je l'ai rencontré. Il me disait que, mais si nous ne le faisons pas, qui va le faire pour nous? Voilà. Ça va très loin, ça. Ils sont là, non. Il y a beaucoup de mensonges. Tu vas être obligé de mentir. Tu vas être obligé de te compromettre. Bon, je leur pose la question, mais est-ce que dans l'église, il n'y a pas de la compromission? Est-ce que dans l'église, il n'y a pas de mensonge? Partout, il y a du mensonge. Dans tous les domaines. Il n'y a pas quelqu'un qui ne pêche pas, qui ne fait pas d'erreur, qui ne ment pas ou qui ne joue. Aujourd'hui, vous regardez sur les réseaux sociaux, les gens créent des faux miracles. C'est pas le mensonge dans l'église. Est-ce que c'est pas aussi dangereux que de mentir en politique? Où nous ne voyons pas le mensonge? Ah non, tu es pasteur, tu vas aller te compromettre. Combien se compromettent en tant que leader religieux? Arrêtons de juger. Chacun aura à répondre devant Dieu pour ce qu'il aura fait sur cette terre. Est-ce que je pense que c'est clair? Je
pense que c'est clair, Bernard. Il n'y a pas à tergiverser sur cela. Maintenant, je ne force pas quelqu'un à m'aimer ou à accepter forcément mon choix. Mais si vous voulez en débattre, venez, on en débat. J'ai plusieurs réponses, même dans la Bible. Des grands qui ont marqué l'histoire, comme Daniel, Shadrach, Médrach, Abednego, c'était des juifs, des enfants de Dieu, mais qui ont apporté leur pierre à l'édifice en matière de politique. Joseph, il a sauvé l'Égypte. Il a fait la politique. Le roi Salomon, le roi David, Gédéon, grand général de l'armée, Déborah, prophétesse qui délivre son pays. Plein de choses. Donc aujourd'hui, il ne faut pas faire l'amalgame comme quoi un homme de Dieu ne devrait pas faire de la politique. Vous l'avez cité tantôt, Haïti, mais il y a d'autres pays, je pense à Madagascar, au Burundi, des hommes de Dieu. Au Nigeria, il y a le vice-président est pasteur. Je veux dire, il n'y a pas de problème. Il faut que nous essayions d'évoluer sur le plan au 21e siècle, sur le plan des mentalités, en dire il ne faut pas mélanger, c'est vrai, dans une église, il peut y avoir tous les partis, mais on met ça à part. Donc on travaille à part à l'église et on travaille à part en politique. En tout cas, pour le moment, nous allons observer parce que c'est la fin de cette émission. Wow, déjà, c'est vite passé. On a même mordu. On retient d'ailleurs aussi que, en tout cas pour le moment, l'actuel vice-président de Donald Trump organise parfois des séances de prière à la Maison Blanche. Voilà, on attend de voir comment est-ce que le MRP va donner, mais ce qu'on retient, c'est que M. César Roméo Auguste Yameogodi, qui soit Sida Claver, donc s'est engagé en politique. Et donc, nous le souhaitons beaucoup de courage et bon vent. Alors, c'est la fin également de cette émission. Nous allons vous dire merci, vous qui l'avez suivi, et nous allons nous donner rendez-vous le week-end prochain pour un autre numéro de votre émission Monde Politique. Encore une fois, merci et bien de choses chez vous.